population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour et vous nous recevez sur Radio Cotonou, la 94.3. À nouveau, merci pour la fidélité au programme de la Voix des Cotonois. C'est l'heure de la dominicale de vérité qui, bien entendu, fait une incursion dans le milieu éducatif à la veille des examens de fin d'année. En effet, c'est le dernier virage pour les candidats aux divers examens qui doivent être dans une posture conquérante pour bien achever la course. Le personnel enseignant et autres encadreurs mettent les bouchées doubles pour un suivi de qualité. Les parents, de leur côté, sont censés jouer leur partition avec tact pour ne pas saccager les acquis et les connaissances acquises durant l'année. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons recevoir les avis des experts pour l'éclairage qui s'y est. Et justement, nous avons deux consultants au studio. Monsieur Eddy Camille Koto, vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle et coach en développement personnel. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Naoum, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de Radio Cotonou. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. D'accord. Également, dans ce studio, Monsieur Francis Maxime Okoundé. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Vous êtes le coordonnateur des travaux dirigés de la mairie de Cotonou depuis 2021, une initiative de l'ancien maire et soutenue également par l'actuel, Luc Nyakadia. Vous êtes un ancien chef service, examen et concours du littoral et actuellement chef service certification de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous êtes également un ancien porte-parole du Fonds d'action des syndicats de l'éducation. Est-ce que j'ai bien dit ? Absolument. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chipé et à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes, comme toujours, pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, d'appeler nos numéros pour déposer, bien entendu, vos préoccupations. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp. Vous allez utiliser le numéro 50 52 52 73. Merci. Et à nouveau, bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Alors, vous avez côtoyé, comme toujours, les candidats aux divers examens de fin d'année. Alors, je voudrais d'abord savoir, Monsieur Koto, quel est l'état d'esprit actuellement au niveau de nos candidats? Merci, Monsieur Naoum. Je pense que ça n'a pas changé à la veille des examens, surtout quand l'échéance approche. Oui. Le stress prend de plus en plus de place au niveau des candidats. Même les meilleurs, ceux qui ont pu, durant l'année, performer dans les différentes disciplines. Parce que justement, et c'est humain, lorsqu'on a un défi à relever, un défi pour lequel on n'est pas forcément rassuré de l'aboutissement, cela fait vivre un état d'esprit de stress et de crainte. Cependant, il faut dire que ce sentiment peut être diversifié d'un candidat à un autre. Il y en a qui, depuis le 16 septembre 2025, donc depuis que l'année scolaire a démarré, ont quand même mis les moyens et pris les dispositions qu'il fallait pour que, en fin d'année, le résultat soit bon ou meilleur. Et par contre, d'autres qui, durant l'année, ont connu des difficultés dans telle ou telle autre discipline, ont connu des épreuves, parfois même extrascolaires. La stabilité émotionnelle ou psychologique n'est pas forcément
la même. Mais ce qu'on fait, c'est qu'à l'approche de l'examen, les candidats sont un peu stressés. Ça dépend du niveau de maîtrise des contenus d'apprentissage. Et puis, malheureusement, il se fait que c'est encore dans ces périodes-là que beaucoup d'interrogations surgissent dans la tête des apprenants parce que parfois on est mélangé, on est bien mélangé dans toutes les situations d'apprentissage et on se demande souvent ce sur quoi il faut concentrer les révisions pour s'en sortir. Je pense que cette émission elle est bienvenue parce qu'elle permettra certainement de baliser le terrain et d'orienter les uns et les autres pour une meilleure prise en charge de la dernière période des révisions. D'accord, merci beaucoup à vous. Je pose la même question à monsieur Francis Maxime Okondé. Vous avez donc géré d'une manière ou d'une autre l'accompagnement de certains candidats et je voudrais aussi savoir l'état d'esprit que vous retenez à cette étape. Bon, c'est un état d'esprit de sérénité au niveau des acteurs qui sont impliqués dans nos écoles et établissements d'enseignement secondaire. Oui. Il y a les acteurs, il y a les enseignants, il y a l'administration et l'État. Et bien sûr, il y a les parents d'élèves qui sont en aval également pour bien accompagner les enfants. Et je crois que lorsque l'année a été conduite de septembre à mai, bon, c'est le dernier jour, comme vous l'avez dit, et tous sont dans cette impatience-là d'aller vers les examens, d'aller découvrir les épreuves et de voir si tous les acquis de connaissances, de savoir que les enseignants ont transmis, si ces acquis-là leur permettront donc d'atteindre les objectifs fixés par eux-mêmes et par leurs parents. Et bien sûr, pour l'école, ou tous ceux qui soutiennent l'école, c'est de voir tout le monde réussir. Donc c'est une période charnière qu'il faut savoir bien gérer parce que là maintenant c'est le bout du tunnel. Nous sommes à la fin de la course. Il faut ménager maintenant le corps pour faire en sorte que le jour J en soit véritablement en forme pour avoir tout le moral qu'il faut pour affronter les épreuves qui ne sont rien d'autre que ce qu'ils ont appris pendant toute l'année. D'accord. Ouais. Monsieur Koto disait tantôt que c'est une aventure incertaine. On ne peut pas imaginer a priori la finalité, le bout du tunnel. Est-ce que c'est positif ou si c'est négatif? Vous confirmez? Ou bien vous avez déjà des apprenants qui savent que bon, quoi qu'on dise, c'est la réussite dans la poche. Non, il faut d'abord rester dans cet optimisme, dans cette préparation psychologique de gagner, d'aller vers le succès. Parce que si vous dites que vous ne pouvez pas réussir, bon, il vaut mieux ne pas y aller. Il vaut ne pas y aller parce que là, c'est perdu d'avance. Donc une équipe qui va à une compétition ne dit pas moi je ne peux rien faire. Non, on y va pour gagner. Tout le monde y va pour gagner. Donc les enfants, nos apprenants qui sont dans les classes d'examen, ils y vont pour réussir. Et un dispositif autour d'eux, les enseignants, l'État, chaque acteur joue son rôle pour les accompagner vers cet objectif-là. Donc c'est le moment de gérer justement ce stress-là pour leur enlever la peur de l'échec, pour leur dire non, même si vous avez des difficultés dans une matière, pour la mettre une certaine méthodologie, des exercices que vous avez faits, il faut les reprendre. Les enseignants sont là pour vous aider, les parents également sont là pour aider. Donc personne ne veut votre échec, donc vous devez pouvoir réussir. Et c'est ça qui fait que lorsque cette prise de conscience est générale, lorsque même au niveau de ceux qui avaient des difficultés et avaient de faibles résultats pendant les évaluations, ils vont surprendre. Ils vont surprendre parce que vers les derniers jours, là, ils vont se reprendre, ils vont travailler, se concentrer sur l'essentiel. Et il y a des surprises que vous voyez, des enfants qui avaient de mauvais résultats, qui réussissent brillamment avec mention, soit au bac ou BC, etc. Donc, ce qui montre que rien n'est perdu. Et c'est vrai qu'un examen, c'est deux choses. Ou bien vous réussissez, ou bien vous échouez. Mais je crois que tout l'accompagnement qui est mis en place, c'est pour les accompagner vers la réussite. Et il n'y a que ça que l'on peut le souhaiter. Et chacun doit rester dans cette dynamique-là en se disant que je pars pour gagner et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de sorcier. Il faut y aller avec un esprit vraiment serein, ouvert, très léger. Mais il y a beaucoup de choses autour. D'accord. Il faut bien organiser. D'accord. Beaucoup de cela. Alors monsieur Camille Koto, oui, je voudrais bien vous relancer sur la question. Je voudrais bien comprendre en quoi le doute est déstabilisateur pour le candidat. Vous permettez rapidement, voilà. Oui. En fait, je parlais à l'entame de deux catégories d'apprenants ou de candidats. Ceux qui sont prêts
Et M. Okoundé l'a dit, ceux-là, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. D'abord, ils ne se préoccupent pas de ce que sera le résultat parce qu'ils le savent. Déjà, à l'avance. Ils le savent. Ceux qui ont fait de belles performances durant l'année scolaire, il n'y a pas de crainte à avoir pour ceux-là. Eux-mêmes, déjà, ils sont tellement... Il n'y a pas un moment de mauvaise surprise. Oui, bon, sauf surprise désagréable. Et là, c'est quand même des cas rares. Qu'on dise, par exemple, qu'il a été tout le temps premier de la classe et que, malheureusement, il n'a pas pu décrocher son BPC ou son baccalauréat. C'est des cas exceptionnels. Et ces cas-là peuvent s'expliquer aussi par toutes les attitudes, tous les comportements ou toutes les situations extrascolaires. Parce que réussir à l'examen ne se limite pas à la maîtrise des situations, des contenus d'enseignement. Il y a d'autres détails, paramètres qui peuvent interférer. Et donc, je disais qu'il y en a quand même qui sont suffisamment rassurés, comme M. Okoundé l'a dit, qui ont la sérénité requise, aussi bien au niveau des parents, des enseignants que des candidats, qui savent que c'est déjà bon. Mais par contre, ceux qui n'ont pas pu faire les belles performances, c'est à leur niveau que se pose le problème d'inquiétude. Et le doute peut s'expliquer par le fait qu'à la veille de l'examen, vous n'avez pas suffisamment atteint le niveau optimal pour être sûr que quelle que soit la situation d'apprentissage à laquelle vous ferez face d'une épreuve à une autre, vous allez pouvoir vous en sortir. C'est aussi la difficulté à pouvoir s'organiser et gérer les périodes de révision. La mairie de Cotonou fait très bien déjà, par exemple, en organisant les séances de travaux dirigés pour les candidats, parce que, voyez, il y a des candidats qui n'ont malheureusement pas la possibilité de bénéficier de ces accompagnements-là. Et donc, quand la mairie l'organise, ça leur profite et ça leur permet aussi de faire le point de ce qui est maîtrisé et de ce qui n'est pas encore maîtrisé pour savoir comment est-ce qu'ils se réorganisent pour atteindre le but. Il se fait que de plus en plus, dans les derniers moments de révision, les candidats se jettent, certains candidats, j'allais dire, se jettent sur tout. Et c'est aussi le moment de pouvoir les recadrer. J'appelle cela bilan avant l'examen. C'est de se dire dans tel ou tel audition, quand je prends les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, etc., qu'est-ce que je maîtrise déjà et qu'est-ce que je ne maîtrise pas encore? Monsieur Okoundé l'a dit, il y a des candidats qui ont eu un élan, un sursaut vers les derniers moments et puis ça a fleuri. Donc, faire ce point-là vous permet de savoir dans quoi est-ce que ça ne va pas. Et là, j'appelle souvent l'honnêteté du candidat. Il y a des candidats qui savent, par exemple, qu'en anglais, ça ne va pas, ou en philosophie, ça ne va pas, mais on se ment et on donne l'impression que tout va bien. Et ça, c'est se mentir parce que c'est vous qui êtes le seul maître de votre destin. Donc, c'est se dire la vérité, reconnaître que dans certaines disciplines, ça ne va pas. Se proposer un chronogramme rigoureux qui va être exécuté après les moments scolaires, parce que souvent, en période de révision, ils sont à l'école, soit la matinée ou jusqu'à 15h, 17h, et puis ils reviennent à la maison. Et je propose même, ou je suggère même, que dans les périodes de révision, les apprenants ne soient plus maintenus à l'école comme si c'était en année scolaire normale. Parce que justement, en période de révision, ils ont besoin de faire du travail personnel. C'est ce travail personnel-là qui est indicateur. On reviendra bien entendu sur les conseils pratiques que vous allez donner donc à tous les acteurs pour la suite de cette émission. Monsieur Okoundé, je voudrais vous poser une question que peut-être on va trouver la question minimaliste ou je ne sais quoi dire. C'est quoi un examen? Un examen, c'est une évaluation. C'est une évaluation pour... Parce que chez nous, il n'y a pas de question bête. Hein. Non, il n'y a pas de question bête. Non, un examen, c'est une évaluation. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. C'est quoi un examen de fin d'année? L'examen, on vous soumet à un test. Oui. Loin de vos cahiers, de vos livres et autres. Là, on vous met dans des conditions où vous devez répondre à une série de questions, si c'est à l'oral, ou répondre donc à une épreuve quand c'est une phase écrite, pour essayer donc de tester un peu ce que vous avez pu acquérir pendant toute l'année, où on vous a préparé, et voir ce qui est resté dans votre tête en termes de culture, en termes de maîtrise, de savoir, de connaissance, et
surtout en termes de ce que vous-même, vous êtes capable d'appréhender les problèmes, les questions qu'on vous soumet, pour un peu voir un peu comment vous voyez le monde, la société autour de vous, etc. etc. Donc, de manière générale, la transmission du savoir que les enseignants nous faisons donc à l'école, ça ne se limite pas seulement au cahier. Nous avons toujours dit aux enfants qu'au-delà des livres, des cahiers, au-delà de l'école, au-delà des programmes d'études, il faut aussi s'informer. Il faut aussi écouter la radio, il faut écouter la télévision, il faut suivre des choses utiles, lire des émissions et aller même sur Internet pour voir des recherches, qu'est-ce qui peut vous faire avancer. Et c'est cela qui fait que, certains qui ont l'impression de ne pas avoir de très bons résultats s'y prennent parce qu'ils sont dans une sérénité, ils connaissent leurs limites et ils connaissent leurs problèmes, ils se disent, voilà par où je passe pour y aller. Et puis un examen, ce n'est pas un concours. Et un examen devait être moins stressant, ce n'est pas un concours, puisque les épreuves sont faites pour le candidat moyen. Le candidat moyen, ça veut dire que le système scolaire voudrait que le maximum réussisse. Parce qu'on ne peut pas préparer des apprenants pendant 1 an, leur faire acquérir des savoirs, des systèmes de choses, et qu'à la fin on dit que tout le monde a échoué. Ça, c'est un échec du système, c'est un échec des enseignants. Donc c'est pour ça que et enseignants et administration et l'État, tout le monde met les bouchées doubles pour que ces résultats soient au niveau donc, des attentes. Parce que pour l'État, lorsqu'on regarde les investissements qui sont faits, autour des enseignants, autour donc des infrastructures, autour de l'accompagnement, l'encadrement, à travers les conseils pédagogiques, les inspecteurs et tout ce beau monde-là, c'est pour que l'État lui-même, dans ses résultats qui présentent la fin de l'année à travers les différents ministères qui ont en charge de ces dossiers-là, qu'on puisse dire, voilà, nous avançons, nous faisons des progrès et que le pays avance parce que c'est la formation des cadres demain qui garantit donc le développement que nous souhaitons pour notre pays. Et les enseignants et autres, l'administration, les instruments, les outils que l'État utilise pour atteindre ce objectif-là. Les parents d'élèves également constituent également un acteur important parce que l'enfant quitte la maison, il quitte quelque part. Et les parents doivent également leur montrer qu'un examen, ce n'est pas un concours, ça ne sert à rien d'être dans la peur, dans l'inquiétude, dans le stress. On n'a pas dit par exemple que pour réussir au CEP, au BPC, au bac, voilà, on veut 100 personnes, on veut 10 personnes. Donc tout le monde est dans non. On voudrait que tout le monde réussisse. Et vous voyez, si vous regardez les statistiques, ça évolue depuis quelques années, ça évolue au niveau de tous les examens. Okay. Alors, M. Camille Koto, quelle est la différence entre un examen et une évaluation ordinaire? Merci. Cela se dit d'office. Oui. L'évaluation ordinaire, d'abord quand nous sommes au collège par exemple, les évaluations ordinaires, il y a les interrogations, les devoirs. Et les devoirs s'organisent, que l'on soit dans le privé ou dans le public, soit par trimestre ou par semestre. Dans le privé, c'est 3 trimestres, mais dans le public, c'est 2 semestres. Et on parle d'évaluation formative. On parle d'évaluation sommative, quand c'est en fin de contenu d'enseignement. Mais l'examen, c'est le bilan de tout ce qui a été enseigné, ou l'évaluation, pardon, de tout ce qui a été enseigné durant une année scolaire, qui est différent des évaluations ponctuelles qui se font en cours d'année et qui est différent aussi des évaluations qui se font lors des devoirs, que ce soit par semestre ou par trimestre. Et l'examen constitue un défi pour tous les acteurs, surtout les apprenants, parce qu'on appelle le rappel des connaissances maîtrisées sur une longue période. Et c'est justement pour cela que cela nécessite une certaine organisation pour pouvoir capitaliser. Et comme M. Okounde l'a dit, aujourd'hui les candidats, les meilleurs qui réussissent, c'est ceux-là qui sont éveillés, mais qui sont surtout cultivés, qui vont au-delà de ce qui est enseigné en classe. L'État fait bien aujourd'hui d'organiser par exemple les examens blancs départementaux. Et j'ai coutume de dire que pour un candidat qui se prépare à l'examen, dès qu'il est perdu dans tout, il lui suffit simplement de récupérer les 12 épreuves des 12 départements dans les différentes disciplines, de les reprendre consciencieusement et il est sûr qu'il est bien préparé. Parce que justement, M. Okounde l'a dit aussi, c'est le niveau du candidat moyen qui est évalué. Et un savant dira qu'on évalue
que ce qu'on a enseigné. Donc, on ne peut pas interroger les candidats sur des notions qu'on ne leur a pas transmises. Donc, pour résumer, l'examen, c'est en fin d'année scolaire, mais les c'est globalisant. Oui, c'est globalisant. Mais les autres, c'est des évaluations d'état pour jauger le niveau de maîtrise des apprenants d'une situation d'apprentissage dans une discipline ou dans une autre. D'accord. Monsieur Okoundé, vous permettez, l'examen, il est certificatif. Absolument. Ça permet d'avoir un diplôme. Voilà, d'avoir un diplôme. D'accord. Alors, monsieur Okoundé, on voit beaucoup d'engouement chaque année. Quand on parle de CEP, on parle de BEPC, on parle de bac. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs examens. Bien sûr. Pourquoi vous nous amenez à focaliser nos attentions sur ces 3 examens? Oui, c'est d'abord le statut. C'est des examens nationaux. Des examens nationaux organisés par l'État et fixés dans un calendrier donc, national par arrêté interministériel. Et donc, les dates sont connues bien à l'avance. Tout le monde sait quand est-ce que c'est le 1er juin, c'est le CEP, le 8, c'est le BPC, le 15, c'est le baccalauréat. Donc, c'est l'objectif final. Donc, dès que la rentrée commence, tous les acteurs ont le regard donc fixé sur ces dates-là, et les apprenants également savent que, bon, attention, en fin d'année, on va être humilié. Donc, le plus important, la différence entre ce qu'on fait à l'école et l'examen, même si c'est dans vos propres murs, c'est d'abord l'environnement qui change. L'environnement change parce que, vous ne serez plus avec tous vos amis, vos camarades de classe. Vous serez avec d'autres qui sont venus donc de différents établissements privés, publics et autres, donc mélangés, suivant donc vos patronymes, etc., et les numéros de table. Donc vous mettez, ça peut être donc des centres parfaitement différents de votre cadre habituel, et ça peut être aussi loin de votre maison. Donc ça fait qu'il y a des dispositions que vous devez prendre en compte pour savoir, attention, ce n'est plus comme les autres jours. Vous ne pouvez pas aller en retard à un examen parce que, bon, il y a une heure pour être dedans. Si vous n'êtes pas là, le portail est fermé, vous ne pouvez plus entrer. Donc, cela fait que cet environnement qui change, c'est ça qui déroute certains apprenants parce que je viens dans une salle où aucun camarade, je regarde, mais sur 30, 25, je ne connais personne. Je ne connais personne, mais je vais les côtoyer pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et nous allons rester là, dans des postures que ceux qui sont en charge de la surveillance vont nous imposer et tout ça. Donc, ça fait que ceux qui ne sont pas psychologiquement très bien préparés, ils perdent un peu leur repère. Et même les maîtrises qu'ils ont de certaines connaissances, ça vacille. Et puis, bon, ils font beaucoup d'erreurs. Et les échecs arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'accompagnement psychologique, l'accompagnement moral, aussi bien à l'école qu'au niveau des parents. Parce que les parents, je le dis toujours, comme vous dites qu'on va revenir sur les conseils, les parents doivent jouer un rôle capital. Capital parce que c'est eux qui vivent avec l'enfant le soir. L'école les reçoit dans la journée, d'accord, mais c'est eux qui ont l'enfant à la maison. Et le reste, là, si eux-mêmes ne jouent pas bien leur partition, l'école seule ne peut pas y arriver. L'école seule ne peut pas y arriver. Donc, c'est cette conjonction, donc, cette trilogie d'efforts entre, donc, d'un côté, l'État à travers les enseignants et l'administration, mais les parents d'élèves et l'enfant lui-même. Lorsque on se met ensemble, donc, l'objectif sera atteint. Il n'y a rien à faire. D'accord. Alors, Monsieur Poto, je pose la question suivante. Les candidats sont aujourd'hui beaucoup plus jeunes. On peut, même si on ne dit pas jeune, on découvre quand même l'immaturité. Est-ce que vous avez aujourd'hui ce regard de prise de conscience autour du mot examen? Est-ce que le mot examen est vraiment pesé par nos apprenants, par nos candidats aujourd'hui? Je dirais oui. Le mot examen est pesé. Le mot est pesé parce qu'un apprenant qui commence... Ils comprennent vraiment l'enjeu? Ils le comprennent. D'accord. Ils le comprennent parce rassurez-nous. que pour les candidats conscients, l'attitude change dès qu'ils arrivent en classe d'examen. C'est vrai, ce n'est pas d'office ce qu'on remarque chez tous les apprenants qui viennent en classe d'examen. Mais pour la plupart, le mot est pesé. Le mot est pesé parce que vous sentez un certain sérieux, une certaine discipline. Chez beaucoup qui se rendent compte qu'en réalité, cette année, elle est différente par rapport, elle n'est pas comme les autres. Déjà, tous les ingrédients qui accompagnent. Vous savez, dans beaucoup d'écoles, chez nous, c'est en classe d'examen qu'on organise les séances de travaux dirigés, par exemple. Et spontanément, tous les apprenants prennent conscience que les données ont changé. Et parfois, les matières sont un peu plus denses.
Je me rappelle quand nous, on était au collège, en seconde et en première, bon, c'était encore acceptable, mais en classe de terminale, en SVT, par exemple, baccalauréat série D, c'était 2 à 3 cahiers de TP. Et donc, la densité des matières fait rendre compte aussi de cette évidence. Par ailleurs, M. Okoundé vient de le dire, le regard des parents sur le long de l'année scolaire, ça fait prendre conscience aux apprenants que avant, j'étais dans une classe intermédiaire, mais là, je suis en classe d'examen. Donc, spontanément, ils prennent conscience. Donc, le parent doit répéter tous les jours. Tu es en salle d'examen, il faut changer, c'est ça? Non, mais les parents le font assez. Les parents le font souvent parce qu'ils sont le regard, ils sont la boussole, ils sont l'organe de contrôle premier. Et c'est eux qui passent le plus de temps avec les enfants. Et donc, quand ça ne va pas, c'est à eux de taper sur la sonnette d'alarme pour rappeler le candidat à l'ordre. Parce que vous l'avez dit, c'est le jeune âge, malheureusement, de plus en plus remarqué au niveau de nos apprenants, qui fait qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment conscients qu'ils sont en classe d'examen. Ils le savent. Mais ce qui manque, ce sont les ressources à mettre à disposition, à mettre à contribution, voilà, pour donner la preuve qu'on est en classe d'examen et mettre tout le sérieux possible. Et c'est justement pour ça que normalement dans nos écoles, on devrait avoir des séances de coaching pour accompagner depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Moi, je l'organise en début d'année pour les apprenants de façon générale. On a un enseignant tous les jours devant les apprenants. Vous dites, bon, ils ont encore besoin de coaching. Non, mais non, il y a ces deux choses différentes. L'enseignant, tous les enseignants sont d'abord des coachs. Oui. Parce qu'il ne manque pas des moments de relaxation ou de détente pour rappeler aux apprenants qu'il faut avoir telle ou telle autre stratégie pour s'en sortir. Il faut être discipliné, il faut gérer son temps, il faut coordonner les activités qu'on mène en dehors de l'école. Tous les enseignants le font spontanément. Mais je pense que cela ne doit pas être limité à ces petits conseils. Il faut faire appel à d'autres spécialistes. De façon formelle, voilà. Il y a des spécialistes qui existent chez nous, qui ont été formés à l'université d'Abomey Calavi et qui s'occupent de ce volet-là du système éducatif. Donc on peut les solliciter, même si ce n'est pas les recruter forcément de façon ponctuelle, les solliciter, pourquoi pas par zone, un peu comme on le fait pour les conseillers pédagogiques ou les inspecteurs, pour leur permettre d'apporter aussi leur grain de sel à la construction de notre système éducatif. D'accord. Vous faites le point là, parce que ça fait 5 ans déjà que vous jouez ce rôle. Est-ce que le niveau de conscience par rapport à l'examen baisse ou bien ça monte? Non, heureusement ça monte. Ça monte parce que c'est une initiative qui est vraiment bienvenue. Et j'ai eu l'occasion pour saluer les 2 maires qui sont les chevilles ouvriers donc, de cette initiative-là. Le maire Tropo et le maire Luc Nyakadia qui continuent donc cette aventure. C'est un peu l'impact que cela a aujourd'hui dans Cotonou, parce que moi j'étais resté CSEC au niveau du littoral, j'ai suivi les différentes statistiques jusqu'en 2025 et j'ai vu comment ça a évolué au niveau du CPE, au niveau du PPC, au niveau du baccalauréat. Et quant au succès que nous enregistrons, c'est vrai que depuis l'année passée, on ne fait plus de classement au niveau des départements, mais je peux vous dire que pendant ces 5 années, le littoral est resté premier au PPC pendant un bon moment. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir parce que c'est la conjugaison des efforts et des enseignants et des administrations qui accompagnent et bien sûr de l'État qui met à disposition les infrastructures et tout ce que nous faisons là. Et le premier impact, c'est d'abord au niveau des familles les plus vulnérables qui n'ont pas les moyens. C'est sur cette base que vous retenez les candidats, c'est ça? C'est d'abord le diagnostic est parti de là. Le diagnostic est parti de là qu'on en a besoin parce qu'on a dit mais écoute, nous, c'est la grande ville, les gens ont les moyens, bon, on n'a pas besoin de TT. Alors qu'il y a plusieurs poches de pauvreté. Non, pas du tout. Il y a Cotonou dans Cotonou. Il y a Cotonou dans Cotonou et il faut prendre conscience de cela qu'aujourd'hui, vous avez une bonne frange de la ville de famille de Cotonou qui n'ont pas les moyens de se taper, même un TD, des travaux dirigés payés à 500 francs, ils ne peuvent pas les payer à leurs enfants. Donc, l'initiative de la mairie vient à propos parce que la mairie vient à un moment stratégique où les établissements ont épuisé les programmes de TD que eux-mêmes ont pu financer à partir de leur budget. Je parle du secondaire, même au niveau du primaire. Et la mairie vient fin avril jusqu'à fin mai pour donner 6 séances gratuites. Et l'engouement aujourd'hui, c'est la mobilisation autour. Les statistiques que nous avons compilées pour les 3 séances passées, nous sommes à plus de 15 000 au niveau du secondaire et à près d'une 22 à 23 000 au niveau du primaire. C'est pour vous dire que ça englobe et établissements publics et établissements privés.
C'est vrai que la plupart des établissements d'animation au niveau du secondaire, par exemple, sont essentiellement des collèges d'enseignement public, c'est la majorité. On a 18, mais on a 5 également établissements d'enseignement privé qu'on a pris. Et on a fait une répartition géographique pour couvrir donc tous les 13 arrondissements de Cotonou, de manière à ce que les enfants qui sont dans des privés proches de tel et tel établissement public puissent être acceptés. L'essentiel est que le chef d'établissement privé fasse la demande auprès de son homologue du public, déclare les statistiques là et les autres préparent les salles pour accueillir. Et c'est un mélange. C'est pas qu'on met à part ceux qui viennent des privés, on met à part ceux qui sont du public. C'est un mélange. Un mélange pour dire, voilà. C'est une activité bien coordonnée. Déjà, vous voyez un peu ce qui va se passer à l'examen. À l'examen, vous n'aurez pas vos camarades de tous les matins. Donc, il faut apprendre aussi à vivre avec les autres. Et ce brassage-là, ça entraîne également beaucoup d'autres interrelations. Et je crois que c'est très important de ce qui se passe aujourd'hui. Et ces résultats-là ont un impact important parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont arrivées grâce au TD. Parce que les enseignants, ceux qui pour les épreuves, nous avons des inspecteurs des conseils pédagogiques qui sont en amont pour faire ce travail-là et pour des épreuves de qualité. Et vous avez des enseignants rompus qui les administrent, qui suivent, et puis les conseils, parce qu'on a dit au-delà des bachotages, ce n'est pas seulement la méthodologie, il faut aussi parler de la préparation psychologique, la morale, matérielle, pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire pendant et avant, pendant l'examen et même après. L'essentiel, c'est qu'il y a une bonne préparation et une bonne hygiène de vie. Cette bonne hygiène de vie, c'est la santé. Il faut se préoccuper de la qualité de l'alimentation, on comprend. Il faut se préoccuper de la santé physique et mentale. Parce que nous sommes en période de pluie maintenant, il y a le palu qui va arriver, il y a les moustiques qui sont là. Il ne faut pas prendre donc, des maladies hydriques à la veille de l'examen, etc. Donc, les parents doivent suivre ça. Connaissant leurs enfants qui souffrent de tel ou tel mot, ils doivent les préparer par rapport à ça, les médicaments pour les suivre. Et l'enfant doit être en forme pendant les 3, 4, 5 jours de l'examen. De manière à ce qu'il ne soit pas malade. Et il va rendre. Dès qu'il est bien préparé, il va rendre et les résultats sont là. Donc, l'été des continue jusqu'au 30 mai. Nous avons démarré le 25 avril. Ça finit le 30 mai. Et vous allez voir, cette année encore, ça va encore impacter les résultats au niveau du primaire, au niveau du CEP, au niveau du PPC et au niveau du baccalauréat. Et nous espérons que le littoral sera toujours en tête de ces différents examens là, au plan national, même s'il n'y a plus un classement. Mais nous savons les résultats de chaque département. Et nous savons ce qui se passe et comment chacun évolue. Donc, je rassure les parents que c'est très sérieux. Et je félicite au passage les écoles privées confessionnelles qui aujourd'hui suivent massivement les TD, qui envoient les enfants suivre les TD, alors qu'avant on dit non, ils ont déjà assez organisé les TD. Bon, les parents qui ont envoyé les enfants ont des moyens, oui c'est vrai, les enfants qui sont là-bas ont des répétiteurs à la maison, ils ont tout, d'accord, mais c'est parce qu'ils savent que là-bas c'est aussi important qu'ils y vont. Ils étaient réticents peut-être au début quand on a commencé, mais aujourd'hui, spontanément ils envoient. Et c'est ça qui fait que de séance en séance, les statistiques augmentent. Et je dis, bon, essayez d'avertir ceux qui accueillent pour préparer les salles, pour que nous n'ayons pas des enfants agglutinés qui sont dans des conditions donc, non acceptables pour recevoir donc, cette idée-là. Donc vraiment, c'est cet effort-là que la mairie fait, là, c'est très important. Et je peux vous dire, en termes de coûts, c'est beaucoup de millions qui sont dépensés. Nous sommes de la centaine de millions qui sont dépensés chaque année. Mais heureusement, c'est rentable. C'est rentable puisque la mairie est satisfaite des résultats que ces enfants. Donc après, c'est ça qui fait plaisir. Et c'est un peu ça parce que l'ancien maire Atropo, lui, il était un féru de l'éducation. Il a mis donc cela devant. Et je peux vous dire également que les enseignants qui encadrent sont bien traités. Et ils sont également contents. C'est pour dire, bon voilà, si vous ne le faites pas bien, la mairie va arrêter cette affaire et chacun va perdre. Donc on a tous intérêt. C'est partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, on a tous intérêt à ce que cela se fasse bien pour que celui qui initie, qui met les moyens, soit content des résultats que nous offrons et ceux qui en produisent également soient contents parce que nous avons les échos au niveau des familles, nous avons les échos au niveau donc, des enfants qui apprécient. Et quand vous allez promener vos micros d'ici les samedis ou les mercredis où nous organisons TD au primaire, c'est les mercredis, samedi matin, mais c'est uniquement le samedi matin au niveau du secondaire. Si vous prenez vos micros, vous allez entendre ce que les enfants vont vous dire. Et le maire n'était pas au lancement, mais nous espérons que le maire sera à la clôture pour donner donc une nouvelle dynamique et encourager davantage ces enfants-là, les galvaniser et donner les conseils qu'il faut aux parents pour faire le reste du travail. Et quand la mairie finira le 30 mai, c'est les parents qui vont prendre le relais. Parce que ça démarre le 1er juin. Il faut donc
que le reste suive, pour que les enfants, pendant ces 3 jours, soient bien entourés. Et vous savez que les parents exagèrent. Ils exagèrent parce que, surtout nos mamans, les tribus analphabètes, pendant ces périodes-là, c'est les périodes où ils chouchoutent les enfants, où ils sont pétitionnés pour les enfants, ils sont prêts à accompagner les enfants jusque dans les salles de composition. Si on le leur permettait, ils vont même mettre leur pain là et dormir à côté pour être sûr que l'enfant ne manque de rien. Bon, nous disons aux enfants, alors, quand vous regardez tout cet accompagnement-là, profitez-en parce que c'est très bien. Parce qu'il y a des enfants dans d'autres pays, dans d'autres contrées qui n'ont pas cette possibilité-là. Ils n'ont plus personne pour leur parler. Si ce n'est pas la guerre, si ce n'est pas ceci qui les disperse. Nous sommes en paix ici et ça évolue. Donc le reste maintenant, le souci de l'État, de la mairie, c'est que nous ayons des enfants bien formés pour la nation, pour la mairie de Cotonou, pour la nation. D'accord. Alors, je voudrais rapidement qu'on parle, M. Camille Koto, des examens blancs qui sont organisés dans une dynamique de mieux préparer, bien entendu, les différents candidats. Je crois que c'est la période actuellement, c'est la semaine passée. Ils étaient donc en examen pour certaines écoles et autres. Est-ce qu'il faut vraiment renforcer ça, les examens blancs ? Si l'État central a eu à un moment donné la belle initiative de généraliser et de formaliser les examens blancs, surtout au niveau de chaque département, c'est que c'est important. C'est tellement important qu'il ne faut même pas hésiter à les organiser. Toutefois, il ne faudrait pas aussi en abuser. D'accord. J'ouvre juste une parenthèse. Je sais qu'il y a des établissements qui font 4 à 5 examens blancs durant l'année scolaire. C'est fatigant, stressant, c'est épuisant, moralement, intellectuellement, c'est parfois épuisant pour les candidats. Parce que ces candidats se mettent dans la disposition de l'examen. Voilà, de l'examen. Oui. Et à chaque fois, c'est beaucoup d'investissements matériels, humains, moral, intellectuels. Même pour les parents. Même pour les parents, ce n'est pas aisé. Et donc, il faut aller déposer parce que c'est un autre centre, il faut faire la navette et tout ça. Oui. Donc, c'est en fait... On les met en condition d'examen. Et aujourd'hui, les examens blancs s'organisent parfois, avec 2 ou 3 collèges, des établissements couplés dans la même zone. Donc, comme vous le dites, c'est parfois ailleurs qu'il faut aller composer et ça mérite ou ça nécessite beaucoup d'investissement. Je pense que 2 examens blancs avant la préparation de l'examen proprement dit, c'est déjà suffisant, 2 à 3. Habituellement aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui font 2 examens blancs et le 3e, c'est celui départemental organisé par l'État central. C'est largement suffisant. Mais les examens blancs sont importants en ce sens où ils permettent à l'apprenant ou au candidat de se jauger, de faire une évaluation d'étape, une évaluation à mi-parcours pour apprécier son niveau de maîtrise des différentes situations d'apprentissage. C'est vrai que cela n'augure pas forcément de ce qui sera objet d'évaluation à l'examen, mais ça leur permet déjà de réajuster aux besoins. Ça permet aussi aux enseignants de réorienter la méthodologie, la pédagogie sur une situation d'apprentissage dans laquelle ils ont fait le constat que les apprenants n'ont pas véritablement compris ce qui a été enseigné. Donc, l'examen blanc, c'est une évaluation à mi-parcours et vous verrez que dans toutes les structures, que ce soit les structures étatiques, les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, il y a ce qu'on appelle le bilan à mi-parcours, une évaluation à mi-parcours pour voir si la réforme qu'on est en train de conduire qu'elle va dans le bon sens ou dans la bonne direction. C'est pareil pour les examens blancs. Donc, c'est le moment aussi pour les apprenants de faire le point et de se demander ce qui est maîtrisé. C'est pour ça que je le disais, faire un bilan à mi-parcours, ça permet de savoir ce qu'on a maîtrisé, ce qu'on n'a pas encore maîtrisé, surtout pour se relancer. Ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est que les résultats de ces examens blancs sortent suffisamment tôt pour permettre aux apprenants de réajuster et surtout de réguler les connaissances au niveau des situations d'apprentissage non encore maîtrisées pour leur permettre de mieux sauter pour se préparer efficacement à l'examen en fin d'année. D'accord. Monsieur Okoundé, on va évoluer dans le sujet. Ouais. Comment on prépare un examen ? Pour préparer un examen, il faut d'abord la préparation au niveau scolaire. Au niveau scolaire, c'est d'abord donc les cours. Il faut aller aux cours régulièrement, il faut suivre les cours, il faut suivre les enseignements et faire le point régulièrement puisqu'il y a une programmation, donc des évaluations qui sont connues au niveau des établissements, au niveau de l'école. Donc l'enfant sait que à tel moment il y a interrogation, à tel moment il y a devoir, etc. À la fin du trimestre, on fait une évaluation finale pour voir un peu où est-ce que chacun en est.
Et lorsqu'on arrive à la fin, c'est le bilan national qu'on veut faire maintenant pour voir si on vous déplaçait de votre cocon habituel, comment vous allez vous défendre, comment vous allez répondre aux différents tests, aux questions qui vous sont proposées, etc., etc. Donc, c'est ça qui fait que les examens blancs, c'est un pré-test, c'est un pré-examen national qui se fait par département pour évaluer tout le système, évaluer tous les acteurs aussi en même temps. Parce qu'à travers ces examens blancs, c'est l'administration scolaire d'abord qui s'évalue pour voir un peu comment ça se passe au niveau donc des programmes des études. Est-ce que la programmation, la planification qui est retenue est respectée par les enseignants? Est-ce que les niveaux de connaissance qu'on doit atteindre avant telle évaluation, est-ce que c'est respecté ou pas? Donc cette évaluation de l'administration scolaire est très importante. La direction départementale fait sa propre évaluation parce qu'elle doit rendre compte au ministère. Et le ministère rendra compte au gouvernement pour voir un peu comment ça se passe au niveau de la préparation des apprenants. Deuxième également, c'est l'évaluation des enseignants, comme il a dit, et M. Koto l'a dit, c'est l'évaluation des enseignants parce que c'est là où chacun se jauge pour voir, mais est-ce que ce que je transmets depuis 8 mois, 6 mois, est-ce que c'est compris par les apprenants? Est-ce que ça passe? Si le message ne passe pas, on a encore un moment pour faire les remédiations nécessaires et rattraper. Et enfin, c'est pour le candidat lui-même. Le candidat lui-même, c'est que après les évaluations en classe, là, ce qui lui reste maintenant, là, après les examens blancs, là, c'est le grand jour qui lui reste. Donc, il doit faire le point. Où est-ce que j'en suis? Mes limites, mes problèmes, les obstacles. Ou par quoi je dois faire chose là. Et lorsqu'il fait son bilan correctement, il doit arrêter un planning propre à lui-même, en dehors du planning de l'école, du collège, etc., etc. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui que ça ne sert à rien les derniers jours de fatiguer les enfants dans des travaux de gauche à droite. Ça ne sert absolument à rien. Il faut laisser une plage de distraction, de détente, de relaxation à l'enfant. Donc moi, les TD de Cotonou s'arrêtent à 13h. Et une fois que ça s'arrête à 13h, il faut laisser les enfants partir à la maison. Mais d'autres familles ont dit non, à 15h, il faut aller encore faire TD dans d'autres établissements. Il faut aller ici, on est prêt pour payer. Non, là, il sera fatigué. Parce que le soir, il va revenir tout fatigué, il va s'endormir. C'est vite fait d'être esquinté. Le dimanche, le professeur les répétiteurs vont se pointer le dimanche. Pour toujours, on dit non, mais au finish, lui, il n'a aucun espace pour lui-même, pour s'organiser. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça qui fait que, si vous regardez un peu, je prends le baccalauréat par exemple, vous voyez le nombre de mentions qu'on a eu l'année passée, mais la majorité de ces mentions, ces enfants proviennent de familles, non pas de familles riches et ou aisées, la plupart proviennent de familles moyennes, modestes, avec peu de moyens ou des familles pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants-là qui n'ont plus, quand ils quittent la tête de la mairie, n'ont plus où aller. Bon, ils rentrent à la maison, ils se reposent, après ils s'attaquent leur cahier, font le point, ils reprennent leurs exercices, ils ont le temps de travailler pour eux-mêmes, et tranquille. D'aller jouer aussi. D'aller jouer, oui. Parce que dans le planning, justement, il doit se donner ces plages-là. C'est ça. Si si un samedi, je suis à la maison, le matin, il fait monter à 13h, quand je rentre, entre 13h et 15h, bon, je me repose peut-être pendant 1h, 1h30, je mange, je me repose, et puis bon, j'ai dit, bon, à 15h, 15h30, je vais au moins réviser 2 matières avant 20h. Donc, il fait sa planification, à 20h, il stoppe. 20h, il peut suivre peut-être un feuilleton de 15 minutes, ou bien le journal, une émission, 30 minutes après, bon, de 21h à 22h, je peux réviser encore quelque chose et il doit dormir. Parce qu'il faut qu'il dorme tôt. C'est ça. Il faut qu'il dorme tôt. C'est important. Parce que s'il ne dort pas tôt et que chaque fois il doit dormir très tard, ah non, s'il colpote ça jusqu'à la veille de l'examen, c'est pas bon pour lui. Il va craquer. C'est ça. Il va craquer. Donc, la gestion du stress, après la bonne préparation, c'est l'hygiène de santé. C'est pourquoi je dirais que c'est l'hygiène de santé qui suit, parce que cette hygiène de vie saine là est très importante. Il faut suivre son alimentation. Les parents connaissent leurs enfants, ils savent les allergies dont qu'ils ne supportent pas. Ils savent en termes alimentaires ce qu'il faut leur éviter, etc. Maintenant, le conseil des médecins en période de pluie, il faut dormir sous moustiquaire, il faut se protéger, etc., etc. Donc il doit être aux petits soins. On n'a pas besoin d'être lettré pour faire ça. Même nos mamans illettrés savent bien accompagner leurs enfants. Pas le dire, mais et c'est que bon, il doit s'amuser un peu. Ah, tu as fini de jouer, c'est bon, va te laver, tu te reposes, viens manger, et puis après, tu prends ton cahier. Donc, c'est cet accompagnement qu'il faut. Il ne faut pas chaque fois mettre la pression sur l'enfant. Non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, laissez le temps de s'organiser lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit au début de cette émission que même ceux qui ont de mauvais résultats jusque-là s'y prennent, parce qu'à la dernière minute, il comprend l'enjeu, il se met dedans, il dit bon, je rattrape, il prend les exercices de gauche à droite, il les traite, il va voir les anciens, il dit ah, aide-moi, aidez-moi, ou bien un de ces
camarade de classe qui est brillant dans tel m'a dit explique-moi, etc. Donc, les groupes d'études également, c'est très bien, au-delà de ça, d'avoir des amis, des affinités pour travailler ensemble. Des groupes d'études qui font avancer, pas des groupes d'études qui font reculer. Et maintenant, il faut la bonne gestion des réseaux sociaux et du portable. C'est ça. C'est très important. Et ça, les parents doivent être rigoureux dessus. Juste à la veille de l'examen, les portables, on peut les garder, on peut les éteindre pendant un moment. Au moins pendant les 2 ou 3 semaines qui restent là. Et n'aller au portable que vraiment si c'est nécessaire. C'est ça. Pendant l'école, il n'y a pas de portable. C'est interdit à l'école. Donc, les enfants doivent rester dedans après l'examen. Ils ont le loisir maintenant de se distraire, de faire ce qu'ils veulent et d'attendre sereinement les résultats qui vont arriver. Donc, je crois que l'un mis dans l'autre, chacun travaille pour le succès. Et le succès commence à la maison, mais également à l'école. Et l'État veille, parce que l'État, lui, doit mettre les bouchées doubles pour que, au niveau des centres d'examen, le nécessaire soit fait, les matériels soient disponibles, déposés à temps, et que tout soit prêt. Et l'État joue ce rôle-là formidablement. Donc, ce qui fait que le jour J de l'examen, tout ce qu'on demande aux parents, c'est d'amener les candidats tôt. D'accord. Et les candidats aujourd'hui sont très jeunes. Donc, ils ont beaucoup besoin d'accompagnement des parents. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font des efforts pour ceux qui n'ont pas de véhicule. Parce que la pluie va venir, il faut prévoir les imperméables, il faut prévoir tout ça. Il faut nouer les services donc des étudiants qui peuvent amener votre enfant tôt là-bas. Si vous-même vous avez le temps, amenez-le. Si vous n'avez pas le temps, il faut recourir au service donc des étudiants ou bien de Yango ou bien de Koussim, ceux qui ont les moyens, pour vraiment que l'enfant soit dans ces dispositions-là, à temps, il est là à l'heure, il est assis tranquillement serein, parce que s'il vient en retard, vous voyez, ce stress-là fait que il ne sera pas dans son plat pour bien rendre. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous allons dans un instant donner la parole à nos auditeurs, mais j'ai encore une question, Ghislain Abangba, avant d'ouvrir l'antenne. On dit souvent que, Camille Coteau, on dit souvent que l'examen n'est pas un concours. Mais moi, je pose la question. Comment recherche-t-on l'excellence à un examen ? Comment on peut l'avoir, l'excellence? Parce que quoi qu'on dise, quand on va à l'examen, qu'on revient avec une bonne note, c'est la fierté pour toute la famille. Quand vous entendez par exemple un enfant premier du Bénin, premier du littoral, premier de ceci ou de cela, comment recherche-t-on l'excellence? Comment on peut l'avoir? L'excellence, elle est d'abord personnelle. D'accord. Le candidat qui voudrait être excellent, c'est d'abord une affaire personnel, individuel. D'organisation. Oui. C'est qu'il l'a intimement voulu et il a travaillé pour atteindre ce résultat-là. C'est pas au mois de mai qu'on cherche l'excellence, c'est ce que vous voulez dire? Non. C'est depuis le début. L'excellence, c'est depuis le début et c'est même bien avant la classe d'examen. Il y a eu des apprenants qui ont été premiers durant tout leur cursus scolaire et académique. Ça, c'est naturel. Il y a d'autres qui, au fil des années scolaires ou des études, ont pu se créer une carapace qui les a disposés à devenir meilleurs. Peut-être, comme M. Okoundé l'a dit rapidement tout à l'heure, ils sont issus de familles pas très riches, de familles modestes, et donc ils ont appris à souffrir et à travailler durement pour réussir. Et puis un beau jour, vous vous rendez compte que, tiens, il est devenu meilleur. J'ai regardé, je crois, autour des années 2016-2017, une classe de terminale où la première de la classe, et c'est à Cotonou ici, au CGV Doko, elle n'avait pas d'électricité dans sa maison. Il n'y avait pas de télévision. Mais elle avait pu réunir 17 de moyenne. Et au baccalauréat, elle a eu la mention très bien. La première de la classe, sans électricité et sans télévision. Ça veut dire que quand vous vous retrouvez dans une certaine situation d'insuffisance ou de précarité, en griffe, je ne le dis pas pour stigmatiser, mais vous vous donnez les moyens et les ressources pour relever le défi auquel vous êtes appelé à faire face. Ensuite, je pense que l'excellence peut être portée par les conditions créées autour de soi. Il y a des candidats qui bénéficient de l'accompagnement des parents, d'une bonne pédagogie à l'école, d'une école de renom dans laquelle on met
à disposition des apprenants tous les moyens et toutes les ressources pour qu'ils réussissent. Les candidats bénéficient de l'accompagnement des parents, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens psychologiques, de tout l'accompagnement du monde. Véhicules climatisés, haut de gamme et tout ça. Avant qu'ils ne reviennent, avant qu'ils reviennent de l'école, c'est que tout est déjà prêt pour qu'ils puissent dîner ou bien prendre son déjeuner, il fait la sieste. Toutes ces conditions réunies, ça peut aussi... Non, bon, je ne dirais pas. Non, mais toutes ces conditions réunies devraient favoriser l'excellence. Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Cependant, il y en a dans ces, positions sociales-là qui sont conscients des moyens que les parents et l'entourage mettent à disposition pour aller le plus loin possible. Donc, comme je le disais, l'excellence, c'est d'abord une affaire personnelle. Ensuite, il y a une affaire d'organisation. Et tertio, c'est une affaire de l'environnement dans lequel on évolue. Mais tous les candidats aujourd'hui, je pense, personne ne voudrait rester en arrière. Et M. Okoundé l'a dit. Si vous voyez l'engouement, et là, je témoigne, j'ai gardé des apprenants des écoles confessionnelles et je sais combien ils étaient motivés vers les mois d'avril et mai pour prendre part aux travaux dirigés organisés par la mairie. Je sais combien ils étaient engagés et motivés. Il y en a même qui ont dû abandonner des séances de travaux dirigés auxquels ils assistaient depuis le début de l'année pour ne se consacrer qu'aux séances de travaux dirigés organisées par la mairie. Ça veut dire que là-bas, on sait qu'il y a quelque chose de bien qui se fait et dont on a besoin pour relever ou retrousser les manches et relever le défi de la réussite. D'accord, merci. Et puis, par ailleurs, on va donner la parole. J'ai oublié. Oui. Aujourd'hui, quand vous êtes excellent, l'émission n'est pas encore terminée. Il y a les mentions. Il y a les mentions après l'examen. Et donc, tous les candidats aujourd'hui recherchent la mention. Et je les encourage à rechercher la mention parce que si vous avez le baccalauréat aujourd'hui, sans la mention, vous n'êtes pas bien loti à l'université. Donc, plus important... Vous êtes comme les Begonou, là, c'est ça? Pas Begonou, mais vous n'avez pas la chance d'être sélectionné après les choix effectués sur la plateforme après mon bac. Pour aller dans les écoles. Voilà. Vous n'êtes limité que dans les facultés et ce n'est pas toujours intéressant. En fait 1000, c'est ça, non? Non, je n'irai pas plus loin. On prend le premier intervenant à présent pour continuer. Dis les numéros, 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous appelez et vous intervenez en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Votre nom? Ah d'accord, monsieur Basile Adjakidia, nous vous écoutons. Et je salue tous les invités. Merci. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour. Oui, je suis intervenu concernant au niveau des professeurs d'université. Parce que, vous savez, l'Afrique est malade. Et ça n'a pas de sens même. Qu'est-ce qui est malade? Oui, les professeurs qui sont déjà, les professeurs d'université qui ont déjà 55 ans d'âge. Et les jeunes aujourd'hui qui viennent de sortir à l'université pour le remplacer, le gouvernement, tout le gouvernement qui vient de passer, ont dit que les professeurs doivent faire 60 ans, 65 ans avant d'aller aux retraites. Ceux qui sont derrière, quand est-ce qu'ils vont avoir la place? D'accord. Là, vous parlez du recrutement. Recrutement aujourd'hui au Bénin, c'est une question d'affaires. Nous, on parle d'examen aujourd'hui. Hein. Les examens de fin d'année, c'est de ça qu'on parle. Oui, mais pour les examens, un enfant doit saisir le professeur. Sinon, il ne peut pas réussir. Parce que l'examen, c'est autre chose. Il faut apprendre les leçons et tout ça là. D'accord. Sinon, tu ne peux pas être un bon élève. Donc, selon vous, il faut rajeunir le corps enseignant pour avoir de l'efficacité, c'est ça? Ah oui, pour un enseignant, c'est un homme respecté. D'accord. Un enseignant, c'est un homme respecté. Parce que sans les enseignants, est-ce qu'on peut être président de la République? D'accord. On peut être ministre de la République. On peut être, on appelle, médecin-chef ou médecin ou bien docteur à l'hôpital. Donc, c'est le professeur qu'on doit respecter. C'est lui, pas de coup primaire. On doit respecter, on doit les faire du bien. Sinon, c'est pas bien. C'est eux qui sont le pays. Sans ça, il n'y a pas de fonction. D'accord. Merci. Oui. Merci beaucoup à vous, monsieur Adjakidia. On a compris votre préoccupation. Vous aurez la réponse dans quelques minutes. Bonjour. Oui, bonjour, Radio Cotonou. Oui. C'est qui, s'il vous plaît? Sébastien Yonrosso. Ah, d'accord. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup et je salue vos invités. Merci. Et par vous, je salue également la mairie de Cotonou pour tout ce qu'elle fait à l'endroit de nos élèves et écoliers. Et ma première préoccupation, voilà que le Bénin organise toujours les examens dans la saison pluvieuse. Et beaucoup de nos établissements sont inondés d'eau. Et voilà que certains établissements sont déjà améliorés, mais il y en a d'autres encore. Est-ce que vous avez pris soin, les services de la mairie ont pris soin de recenser tous ces examens, tous ces établissements pour que la mairie les aménage avant les examens? Et deuxième préoccupation, quel conseil donnerez-vous aux parents? Parce qu'on a suivi, c'était le lundi passé, qu'il y a des élèves qui sont venus en retard à l'examen à cause de la pluie. Ils sont renvoyés simplement, ils ont fait quelques minutes de retard, mais ils sont renvoyés à la maison. Et que dites-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'endroit de ces enfants? Et que conseillez-vous aux parents? Vous avez déjà tout dit, vous faites beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'occasions. Je suis venu pour vous saluer, pour vous encourager. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Il faut arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît. C'est arrêté déjà. D'accord. Monsieur Liamidi Koumayon, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Voilà. Je salue tes invités. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Et moi, Francis et Eddy. Quel est ce système? Je dis bien, quel est ce système d'envoyer les candidats ailleurs pour passer l'examen? Ailleurs, les candidats sont surveillés par des caméras. Qu'en dites-vous? Monsieur Francis et Eddy, c'est à l'État et aux parents de baliser pour que l'État d'esprit aide les candidats à la réussite. Pourquoi les responsables attendent le pire avant de décider? Pourquoi? La fois dernière, le mur est tombé sur un enseignant et sur des élèves à Yinawa Daho. Pourquoi attendre le pire avant de se déplacer alors que chaque fois la grogne, on dénonce ce genre de situation? Est-ce que les centres sont appropriés? Et je dis bien, est-ce que les centres sont appropriés pour éviter les intempéries, de pénétrer les esprits des élèves? L'école aujourd'hui rend les apprenants abrutis. Est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux certains apprenants? Parce que si vous dites que tous les apprenants sont abrutis, ça pose un problème, non, monsieur Liamidi Koumayon? Oui, je dis que tous les apprenants... Non, je préfère généraliser parce qu'aujourd'hui, si vous envoyez les gens à l'école, et après avoir terminé, il faut les envoyer en stage ou bien à une formation avant de commencer par travailler. C'est pour ça que j'ai dit ça. D'accord, d'accord. Et je dis, est-ce qu'il ne faut pas changer le système? D'accord. Je crois que c'est un boulevard que vous ouvrez, hein, qui concerne bien entendu le secteur éducatif. On aura du temps pour travailler sur tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux examens de fin d'année? Et on va passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Aux examens de fin d'année, monsieur Naoum. Oui. Moi, je ne suis pas du tout satisfait. D'accord. De l'organisation des examens, c'est ça? Je suis un parent d'élève.
Et le rendement que les enfants amènent à la maison ne m'enchante pas. D'accord, merci. Vous aurez de réponses au cours de cette émission. On a encore quelques minutes à partager ensemble. Il y a un autre intervenant ? D'accord. On va revenir au studio pour gagner du temps. Et bien entendu, quelqu'un est là. On va le prendre le tout dernier. Bonjour. Oui, allô. Oui. Bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom ? C'est Rodrigue Akafo. Nous vous écoutons. Ok, je vous appelle depuis Cocoton. D'accord. Ok, je me demandais... Vous allez arrêter votre pause radio, parce que là, on a le retour qui n'est pas bien. D'accord ? Toutes mes excuses alors. Coupez la radio et après, on vous reçoit. Bonjour. Okay. Oui. Ok. J'aimerais demander à vos invités. Oui. Et les enfants qui vont au CEP ou bien au bac là, à différents examens là, à quel moment on peut les déparasiter? D'accord. Ok, concernant leur orientation là. Ils ne sont pas experts en santé, mais ils vont vous répondre en tant que parents. D'accord. Ok. Oui. Ok, concernant leur orientation là, supposons que tu vois que ton enfant, il est bon en français, il est bon en mathématiques, il est bon en physique là. Est-ce que dans ce cas, on peut vite orienter l'enfant? D'accord. Tout à l'heure. D'accord. Merci. Il faut réussir avant d'avoir l'orientation. Bon, il n'y a pas de souci, on va vous répondre. Merci beaucoup. Et donc, à tous ceux qui ont pu appeler très très rapidement, on revient au studio. Monsieur Okoundé, vous avez suivi Basile Adiakidje qui demande à rajeunir le corps enseignant, donc à l'enseignement supérieur. Il parle de la valorisation des enseignants. Est-ce que pour vous, tout ça a un impact sur la réussite en fin d'année? Oui, cela a un impact parce que la réussite dans nos écoles et établissements d'enseignement secondaire, techniques et professionnels, dépend de la qualité des enseignants. Il faut que les enseignants soient aussi bien formés et qu'ils soient également équilibrés dans leur tête. Bien nourris, c'est ça? Bien nourris aussi. Donc, leur traitement salarial et autres, là, tout ça mis ensemble, une bonne gestion de leur carrière permet également de les mettre à l'abri des soucis et autres qui les empêcheraient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ce que l'État essaie de faire à travers donc, le suivi de carrière donc, des uns et des autres. Et à ce niveau-là, c'est vrai, aujourd'hui, quand même, le corps est rajeuni, le corps enseignant est bien rajeuni, parce que quand vous regardez donc nos collègues AME aujourd'hui, c'est rien que des jeunes qui sont là, qui appuient. C'est vrai aujourd'hui, pour combler les vides, les déficits que nous avons, on ne recrute plus tellement à la fonction publique directement, mais c'est une solution que l'État a trouvée pour les contractuels, les AME, pour faire en sorte qu'aucune classe ne soit sans enseignants. Et cet effort se fait tout au long de l'année pour déployer donc ceux qui se sont engagés donc par vocation et par amour pour l'école, pour aller, non pas pour venir chercher gagner de l'argent en tant que tel. Donc la qualité des enseignants est déterminante. Ensuite, il y a les infrastructures. Je crois tout à l'heure, ce rajeunissement-là, oui, c'est pas que les enseignants qui ont un certain âge ne veulent pas partir, parce qu'il y a une structuration qui fait que vous devez partir à un moment donné. Il y a une date d'entrée à la fonction publique, il y a une date de sortie à la fonction publique. Donc, personne ne reste pour dire « je ne partirai pas ». Donc, quand vous êtes enseignant au niveau donc, du secondaire, vous êtes en catégorie A, c'est 60 ans d'âge pour aller à la retraite. Mais quand vous êtes à l'université, vous êtes maître de conf ou bien maître de conférence ou bien professeur titulaire, je crois que c'est après 62 ans et 65 ans. C'est ce que l'État a fixé, c'est les lois actuelles, on ne peut pas faire autrement que d'appliquer ce qui est mis en place. D'accord. Et de faire en sorte qu'au fur et à mesure, donc le renouvellement se fait au fur et à mesure que les autres partent et d'autres arrivent. Maintenant, ce qui concerne les infrastructures, M. Lamélie a demandé si l'établissement secondaire... Non, c'est M. Nyonkhossou. Oui, des inondations, des centres d'examen, aménagement. Non, à ce niveau-là, il faut dire merci à la mairie parce qu'il y a un point qui se fait dans le mois d'avril. Il y a le service scolaire à la mairie. Il y a un point qui se fait au niveau des écoles, au niveau des établissements secondaires. Et ils suivent un peu la tendance au niveau des pluies pour voir les écoles qui sont inondées. Et il y a là, il faut refaire des remblais en sable, ils le font. Il y a des écoles qui ont été reprises par la mairie, entièrement reprises par la mairie. Il y a des établissements secondaires qui ont bénéficié également de bâtiments et qui ont bénéficié également de pavage
au niveau de certains établissements et de certaines écoles. Donc il y a un effort qui se fait et ils font ce point-là tout le long du mois d'avril jusqu'à fin mai pour voir un peu l'évolution des pluies. Donc là où il y a des problèmes d'eau, ils font le remblai et ils débouchent. Et le jour des examens ou bien la veille des examens, je me rappelle très bien la veille des examens, lorsque il y a une forte pluie par exemple, les écoles sont inondées, les établissements sont inondés, il y a un système d'alerte entre la mairie, la préfecture et les directions départementales. Et tout de suite, le service technique de la mairie se déploie pour aller vider l'eau de ces écoles-là avant le lundi matin, avant que les candidats ne viennent le lendemain. Donc, ils savent que cette période-là, ils doivent offrir donc les services qu'il faut pour permettre donc aux parents, aux enfants de se déplacer, d'aller dans ces écoles-là correctement. Mais le choix des centres d'examen ne se fait pas au hasard. On ne choisit pas n'importe quelle école pour abriter les examens. Il y a des critères qui sont fixés et ces centres-là sont identifiés bien longtemps en termes de capacité d'accueil, en termes de mobilier, en termes d'infrastructure et de mobilier, d'aération. Est-ce que c'est des classes qui permettent aux enfants d'être aérés et qui ont le mobilier qu'il faut, etc., etc. Donc il y a ce point qui se fait par école, par établissement, et les directions départementales au niveau du primaire et du secondaire veillent à cela avant que les listes ne soient validées par les directions en charge donc, des examens, et on fixe donc ces centres d'examen là par une décision ministérielle, ce qui fait que donc il y a également un suivi, et lorsqu'il y a des intempéries à la veille, le ministère, le cabinet donne des instructions pour suivre, pour voir est-ce que les quartiers qui sont inondables, qui sont inondés, est-ce que les écoles sont en bon état ou pas, jusqu'à la veille. En gros, les autorités ne restent pas les bras croisés. Lorsqu'un centre d'examen à la veille est complètement inondé et qu'on ne peut pas récupérer de manière... On déplace et on met les moyens pour que ça arrive. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins ces cas-là. Parce que ces écoles-là sont bien préparées, ces centres sont bien préparés pour l'accompagner. Monsieur Camille Koto, il y a Sébastien Rosouin qui a abordé un sujet là. Les retards à cause de la pluie. Vous-même, vous avez vu la pluie. Ce qu'on a même enregistré pour le CAP, vous avez vu mercredi passé. Et on vient en retard et vous fermez la porte. Vous savez, malheureusement, l'examen est national. L'examen est malheureusement national, ou je dirais même heureusement, l'examen est national. Et on ne peut pas, comment dire... On ne peut pas voir dedans. Non, il n'y a pas de cas particulier. Je vais vous donner un simple exemple. Quand l'office du baccalauréat dit que la clôture du dépôt des dossiers pour le bac, c'est le 15 janvier. Vous pouvez... non, bon, je donne un exemple. Oui, mais pour cette année-ci, oui, 31 janvier. Vous pouvez être enfant d'autorité quand vous n'avez pas déposé dans le délai. Ça fait à l'année prochaine. Il n'y a pas de... Il n'y a rien derrière. Non, il y a rien derrière le rideau. Ce n'est pas possible. Non, je le dis... Le ministre ne peut pas appeler pour ce n'est pas possible. Même le président de la République ne peut pas appeler pour demander au directeur... Non, parce que vous savez, c'est d'expérience, je parle d'expérience. D'accord. C'est dit... Rassurez-nous tout simplement. Oui, c'est dit tout le sérieux qui est mis en œuvre par l'État central, parce que l'État même ne peut pas se dédier. Fixer les règles, violer les règles, donc ça ne se fait pas. D'accord. Et donc, de la même manière pour l'examen, il n'est pas possible de faire un décalage parce que des candidats ont été en retard. Et c'est justement pour cela que les parents sont invités à veiller au grain. Veiller au grain, c'est prendre les dispositions, M. Okouné l'a rappelé tout à l'heure, pour que les candidats soient dans les conditions normales de repos et surtout qu'ils évitent la veille. Quand vous veillez, c'est évident que vous réveillez peut-être en retard. Vous fuyez ma question. Moi, je parle de la pluie. Non, j'allais en venir. J'allais en venir. La pluie, moi, je parle de la pluie. On a vu qu'il pleut. La pluie, c'est des dispositions qui... De grosses gouttes comme ça. Non, justement. Des enfants, CEP, des bébés que nous envoyons à l'examen et vous dites quoi? La pluie, ce n'est pas le fait de l'État. Est-ce qu'on se met d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, lorsque le candidat se réveille tôt, et c'est là j'allais en venir, lorsque le candidat se réveille tôt, il apprécie la distance. Déjà, on dit qu'il faut visiter son centre d'examen avant le jour de l'examen. Ça vous permet d'apprécier la distance, de savoir combien de temps vous faites. Maintenant, en temps de pluie, vous prenez les dispositions. Quand il y a il faut sortir 30 minutes avant, c'est ça, non? Justement, il faut sortir plus tôt et se protéger ses affaires et être sûr que s'il n'y a pas de moyens de déplacement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de émigrants, s'il n'y a pas un véhicule pour vous prendre, même à pied, parce que vous vous êtes réveillé suffisamment tôt,
vous pourrez, en marchant à petits coups, aller dans votre centre de compétence. En fait, c'est que quand il y a examen, parce qu'on ne peut pas courir sous la pluie là. Non, du tout. Ça va être compliqué. Mais on sacrifie tout en fait pour être dans son centre au moins 1 heure à l'avance. Et c'est pour ça que je parlais d'aller au lit tôt. Quand vous allez au lit tôt, vous réveillez tôt. Lorsque vous êtes face à une situation de pluie fracassante, vous avez les dispositions qu'il faut prendre pour vous rendre dans votre centre de composition. Parce que si vous venez en retard, il n'est pas possible. En fait, 15 minutes après ou je ne sais pas, 10 minutes après, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est plus possible. Il faut comprendre ça simplement. Non, c'est les tests. C'est les tests de la République qui disposent de cela parce que c'est pour éviter aussi d'autres situations malencontreuses. Fraude. Oui, de fraude par exemple. Parce qu'il ne pleut pas à Kadiaou, mais il pleut à Papa. Il pleut à Papa. Celui qui est à Papa peut avoir déjà l'écho des épreuves. Et là, l'examen, il est entaché d'irrégularité. Et pour ne pas en arriver là, lorsque vous venez en retard, c'est que ça. Et vous restez à la porte. Il faut prendre les dispositions pour ne pas être en retard parce qu'on ne peut pas avoir sacrifié toute une année et parce qu'il y a eu pluie. Ne pas aller composer. Merci. Liamidi Koumayon, je m'adresse à M. Okoundé qui parle d'examens que lui ne comprend pas pourquoi on organise les examens dans d'autres régions. Ça veut dire que l'enfant étudie dans une localité, on déplace l'enfant. Et il parle aussi d'examens sous caméra de surveillance. On n'est pas encore là. Ça va peut-être arriver un jour. On n'est pas encore là. Parce qu'au niveau des centres d'examen, il disait pourquoi il faut envoyer les... Il faut d'abord dire que les centres, comme je l'ai dit, sont fixés, sont identifiés, fixés, et en tenant compte de la proximité. C'est ça. De sorte que lorsqu'on met un centre, par exemple, nous sommes ici à Sikekodi, vous avez le CEGB Gamé qui n'est pas loin, vous avez Saint Territoire qui n'est pas loin. Les écoles qui sont environnantes, privées et autres, là, les enfants sont répartis de manière à ce qu'ils n'aillent pas trop loin. Même si ce n'est pas leur propre établissement, qu'ils n'aillent pas trop loin. Donc, la question de distance est gérée. Au bac, c'est la même chose. C'est vrai qu'au bac, pour le bac, on fait des regroupements par série. Des fois, on peut choisir, par exemple, le CEGB à Papa Centre pour accueillir les séries C. Par exemple, de Cotonou. Bégamé pour les séries B. Bégamé pour les séries B, etc. Donc, ils font cette répartition-là. Ce n'est qu'à ce niveau-là, mais au bac, déjà, ils sont un peu plus grands que ceux qui vont au CEP et ceux qui vont au PPC. Donc, à ce niveau-là, on tient compte de la proximité, on tient compte de tous ces aspects-là pour fixer les centres. Deuxième chose, il dit que les centres d'examen sont-ils appropriés? Oui, les centres d'examen sont appropriés. Je vous ai dit, avant de retenir, les chefs d'établissement ou que ce soit les directeurs d'école primaire doivent s'assurer que la salle qui va être proposée a une bonne aération, que la salle est éclairée pour permettre de donner un confort visuel approprié aux enfants, que le tableau est également là pour qu'on puisse mettre l'horaire de déroulement donc de l'épreuve, etc. Et c'est tous ces réunis-là, et surtout le mobilier. Et que les surveillants ne soient pas comme des terroristes, postulent. Surtout le mobilier, non. Le rôle des surveillants, c'est pas de ramener... Vous terrorisez par moment des candidats. Ou de rappeler, ou de ramener des tricheurs au staff. C'est d'empêcher. C'est ça. C'est d'empêcher par sa présence, par le fait qu'il circule, c'est de rassurer d'abord. Parce que par son silence, il rassure, mais par son regard ferme, il permet à l'autre, il dit, attends, il faut avoir une telle posture, il faut rester droit, etc. Si tu veux aller aux toilettes, tu le dis, on t'accompagne, tu reviens travailler. Donc, les épreuves commencent à 1h donnée, ça finit à 1h donnée. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas tolérer le retard. Les épreuves commençant à 8h, on ne peut pas dire, parce qu'il a plu, on retarde les épreuves que ça commence à 14h. Non, on ne peut pas le faire. Donc, ça là, quel que soit alpha, les enfants doivent aller composer. Il faut prendre les dispositions pour que les enfants y soient. Lorsque je sais qu'il y a des parents déplacent leurs enfants vers d'autres familles, proches ou amis, qui sont proches à côté donc, du centre des amours où l'enfant va composer, l'enfant passe peut-être des 2 jours, 3 jours là-bas, parce qu'on sait que ils sont jusqu'à pas là-bas, le temps de venir peut être en retard. Donc, il y a les parents, ils règlent tous ces problèmes pratiques, ils règlent. Ils règlent. Ceux qui sont surpris par ces choses, c'est des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, parce qu'il y en a qui n'en occupent pas du tout. Pas du tout. Ça, il faut le dire. On paye juste la contribution. Il y en a qui n'en occupent pas. Même ils ne savent même pas s'ils payent la contribution. Ils envoient l'argent et puis ils ne suivent rien. Même à la fin des trimestres, ils ne viennent même pas chercher les bulletins. Ils ne demandent rien. Rien du tout. Même des lettrés, ce ne parle pas de nos parents qui sont lettrés. Même des lettrés. Ils sont en train de chercher l'argent. Donc, ils courent derrière l'argent. Mais vous courez derrière l'argent et l'enfant n'a aucune éducation, n'a aucune formation.
Donc, je crois que le rôle des parents... Vous parlez avec gravité, là. Au-delà de l'argent, il faut suivre ce que fait l'enfant. Il faut s'intéresser à ce qu'il fait, ses problèmes, ses limites, pour l'écouter, pour discuter avec lui, pour se dire, attention, si tu fais ça, c'est parce que j'ai les moyens, quand tu déposes un véhicule, que tu vas croire que la vie s'arrête là. D'accord. Il faut en profiter. Il y a Rodrigue Capo qui demande quand est-ce qu'il faut déparasiter les enfants. Mais ça, là, les parents le savent. Les parents le savent parce que, il a dit, le palu, on sait que c'est endémique en période de pluie, ça arrive avec les moustiques. Donc, il faut avoir le moustique. Et l'État fait en sorte que les moustiques soient distribués gratuitement. Il faut aller chercher. Si vous n'en avez pas au moment où vous êtes distribué, il faut aller acheter. Ça ne coûte rien aujourd'hui. Il faut acheter et s'assurer que l'enfant sera protégé. Les déparasités, oui, parce que les parents, nos mamans, savent quand est-ce qu'il faut faire ces choses-là. Déparasiter. Faut pas aller faire ça la veille. Hein. Non, pas la veille. Il faut le faire déjà 2-3 semaines déjà qu'on doit prendre les précautions. C'est ça. Pour le suivi sanitaire de l'enfant, pour voir quels sont ses problèmes. Et on prend l'avis des médecins aussi, des infirmiers. On va dans les centres de santé. On a des infirmiers dans nos écoles, dans nos établissements d'enseignement secondaire qui sont là également pour conseiller. Et pendant le déroulement, nous souhaitons que les infirmiers ne reçoivent pas de candidats malades qui soient empêchés de continuer ou de terminer l'examen parce que c'est un drame quand ils ne finissent pas. Donc, s'ils prennent cette disposition-là et déparasiter les enfants à temps, et ils suivent leur alimentation, une alimentation saine et surtout le sommeil que les enfants tombent à heure régulière pendant au moins ces derniers jours de préparation. Tout ira bien. Tout ira bien avec un bon planning de travail. Merci beaucoup à vous, monsieur Okondé. Rodrigue Capo a parlé aussi d'orientation. Vous avez une réponse pour lui? Oui, je pense que l'orientation scolaire professionnelle aujourd'hui est malheureusement l'enfant malade de notre système éducatif. D'accord. Parce que nous n'avons pas un système qui promeut l'orientation scolaire, si bien que les candidats ou les apprenants ils obtiennent la réussite à tel ou tel autre examen. Et après, c'est la débandade. Chacun y va de ses ressources, des conseils qu'il a à disposition, alors qu'en principe, on devrait avoir de manière fonctionnelle dans tout le système des services d'orientation. Ça existe, mais ces services ne sont pas fonctionnels pour accompagner les apprenants. En réalité, l'orientation ne se fait pas après la réussite. L'orientation commence en début de cycle et on vient confirmer cette orientation qui a été faite en début de cycle à la fin du cycle pour voir si les prévisions sont justes ou les prévisions faites il y a quelques années sont justes, si on peut continuer dans cette lancée. C'est pas parce qu'un candidat est bon en sciences physiques et en mathématiques que forcément on l'oriente en série C ou en série D après le BPC. J'ai connu un professeur qui a dit ceci: la série C, c'est pas une prescription médicale. Non, en fait, c'est vrai. Et quand ils sont bons en littérature, on les envoie systématiquement en seconde, littéraire A ou bien B. C'est une erreur que nous commettons et qu'il faudra corriger pour un meilleur choix de série ou de filière de nos enfants après le bac. Je pense qu'une orientation ne peut pas paraître... Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'à la fin de l'année, on convoque un conseil, les professeurs principaux... c'est même un conseil le professeur principal, un conseil de fin d'année, le chef d'établissement, le censeur, et c'est ceux-là qui siègent pour décider du sort des apprenants au regard des moyens obtenus. Alors qu'en principe, on devrait tenir comme d'abord du livret scolaire de l'enfant. Et quand je parle de livret scolaire, c'est les informations qui ont été mentionnées dans ce document, tout le parcours scolaire de l'apprenant. Ce n'est pas ponctuel, en fait, on ne prend pas les performances d'une seule année scolaire pour orienter. Ensuite, il faut la présence des parents. Parce que les parents connaissent mieux leurs enfants. Ils savent quelles sont les prédispositions, les aptitudes de ce dernier. On convoque le professeur principal ou les professeurs ou les enseignants qui ont gardé l'enfant, le censeur, le chef d'établissement, mais aussi le conseiller en orientation doit être présent. Et là, je parle de psychopédagogue ou de spécialiste en orientation scolaire professionnelle. Et l'enfant aussi doit être présent. Malheureusement, chez nous, on oriente en l'absence du concerné. Et je trouve que ça ne suit pas une certaine cohérence. On ne peut pas orienter quelqu'un. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais nous allons faire notre dernier virage sur ce plateau pour aller vers la fin. Vous allez maintenant prendre la parole. Je reste avec vous, Monsieur Kaminkoto, pour nous dire, pour ce dernier virage, qu'est-ce qu'on doit faire de façon pratique? Ça va être votre mot de fin. D'accord. Pour les
l'État central, les dispositions sont en train d'être prises. Monsieur Okun l'a rappelé à plusieurs reprises. L'État joue son rôle, comme toujours. Les enseignants aussi, ils font de leur mieux pour accompagner, renforcer le niveau dans les disciplines où il y a encore des choses à revoir. Il faut les encourager à continuer dans ce sens. Et puis, conseiller aux candidats d'écouter les enseignants ces derniers jours, surtout sur des notions ponctuelles et stratégiques sur lesquelles ils mettent un accent particulier. Tout est important ces derniers jours pour tirer son épingle du jeu. Les parents les convient à plus de vigilance, plus d'accompagnement et plus de disponibilité au niveau des apprenants, mettre à disposition le maximum de moyens financiers, matériels, moraux, psychologiques, même spirituels dont ils ont besoin pour avancer. Et pour les candidats, mettre un point d'honneur sur le travail pédagogique, comme je l'ai dit, relire les cours, fixer en mémoire ce qui mérite d'être de fixé façon pratique, dites-nous, un enfant qui se réveille maintenant, il est candidat. Il fait quoi? La première des choses, c'est d'avoir un chronogramme. Il ne peut plus étudier comme avant. Il a un chronogramme et il planifie les matières en alternant les matières scientifiques et les matières littéraires, même au primaire, parce qu'au primaire aussi, il y a les disciplines qui touchent la science et les autres qui touchent la littérature. Donc, alterner les matières scientifiques et les matières littéraires. S'offrir de courtes pauses après 1 heure de temps de travail pédagogique. Éviter le bourrage de cerveau. Il est plus efficace pour le cerveau lorsqu'on séquence les apprentissages. Il fait 1 heure, il prend une pause de 15-20 minutes et il reprend. C'est beaucoup mieux que de vouloir faire 3 heures d'affilée. Et c'est ce qui fait que parfois on a l'impression qu'on a maîtrisé et puis face à l'épreuve, tout est parti parce que vous n'avez pas donné au cerveau le temps d'hiérarchiser, de se reposer. Ensuite, se donner de petits moments de relaxation. Ce n'est pas parce qu'on va à l'examen. On va aller faire yoga, c'est ça? Non, pas. Si un enfant, un apprenant aime par exemple le foot, à défaut de jouer, il peut suivre le foot. Et je dis, c'est de courts moments de distraction parce que le cerveau en a besoin pour réorganiser les apprentissages. Ensuite, il faut, je vais dire, ne pas veiller. Le sommeil avant 0 heure, il est réparateur. Quand vous vous couchez à 22h par exemple, de 22h à 0h, ça fait déjà 4 heures de temps, c'est doublement compté pour le cerveau. Donc il vaut mieux aller au lit très tôt et se lever tôt pour attaquer à nouveau les cahiers. Et parlant de choses à éviter, il faut éviter de prendre des produits excitants, des produits dopants. Voilà, dopants pour veiller tard la nuit. Quelqu'un dira à corps fatigué, cerveau peu efficace. Il faut trouver un environnement idéal pour les révisions. Après, il faut aussi se trouver des partenaires efficaces de révision. Maintenant, partenaires efficaces de révision, dites-nous rapidement. Oui, partenaires efficaces de révision. Monsieur Okun l'a rappelé dans ses propos. On ne peut pas faire des groupes d'études avec des gens qui se réunissent juste pour du commérage. Pour bavarder. Le temps n'est plus à cela. Il faut se concentrer et aller à l'essentiel. Il faut avoir 8 heures de temps. On va mettre la musique de galerie de côté, c'est ça? Bien sûr, parce que, en fait, vous savez, on a tout le temps pour se distraire. C'est ça. On peut rattraper la distraction le plaisir. Après. Oui. Mais le baccalauréat 2026 ou le on ne rattrape pas. Quand tu as échoué, c'est que tu as échoué. Et puis, il faut adopter une discipline personnelle et un environnement favorable. Quand je parle d'environnement favorable, c'est la collaboration et l'entente avec les parents, avec les proches. On ne peut pas aller à l'examen et être en disgrâce avec les parents. Je donne la parole à M. Okundé. Pour finir, je vais dire, il faut travailler comme si tout dépendait de soi-même et prier comme si la réussite là dépendait de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Okundé, on finit avec vous. Bon, merci beaucoup. Moi, je crois que pour les apprenants, il l'a déjà dit, il faut de la discipline, il faut suivre tous les conseils des enseignants ces temps-ci, de l'administration qui programme donc les révisions. Et ils ont encore une évaluation d'ici cette semaine. Certains seront en devoir pour terminer l'année scolaire. Les TD continuent, il faut suivre les TD. Et il faut surtout reprendre les exercices par soi-même. Discuter avec les camarades qui peuvent vous aider à avancer et les enseignants sont également là pour les aider. Maintenant, en ce qui concerne les parents, je crois qu'il faut commencer par bien préparer donc les examens qui arrivent. Il faut suivre donc la santé des enfants, leur sommeil, la qualité de leur sommeil et surtout prévoir ce qui va se passer le jour de l'examen, pendant l'examen. Il faut déjà commencer par préparer sa trousse ou bien son trousseau où il aura tout ce qu'il lui faut pour travailler, bic, etc. Et vrai dessinateur pour ça la mettre dans une petite sacoche ou dans un sac qui peut accrocher pas trop lourd pour protéger ses affaires, etc.
sa carte, pour s'assurer qu'il a sa carte en bon état et à jour et tout ça. Donc ces choses-là, les parents le savent, l'école on va rappeler ça. Mais surtout maintenant pour la période de pluie, il faut prévoir un pull vert, il faut prévoir un imperméable dans ses affaires. Quand il pleut, il ne commence pas à sentir la fraîcheur, il peut se protéger, etc. etc. Donc les parents doivent faire cette préparation psychologique-là et être tolérants pendant cette période. Il ne faut pas trop les surcharger par les travaux domestiques pendant les 2 semaines qui arrivent, 3 semaines qui arrivent, et les laisser donc choses là. Et s'ils ont organisé pendant les périodes où ils peuvent aider à la cuisine, ils vont aider. Donc même aider à la cuisine, ça fait partie des moments de relaxation, des moments de distraction qu'on peut faire pendant 1h30 minutes, aider maman à la cuisine, et après on se repose et puis on reprend ses cahiers. Et surtout éviter le surmenage, comme il a dit. Il ne faut pas veiller pour veiller. Lorsque on est à 1 semaine et qu'il y a des chapitres surtout qu'on n'a pas, les candidats de terminale, voilà, qu'on n'a pas compris, qu'on ne comprend pas, boisson énergisante, il faut vraiment abandonner ces chapitres-là et se concentrer sur ce qu'on maîtrise bien, et aller vers là où on a un abord plus facile, et éviter tout ce qui est psychotrope. Le café, les boissons énergisantes, etc., etc. Il faut éviter ces choses-là, ou se doper, ou bien aller prendre 10 solutions que les émigrants proposent là. Il faut éviter ces choses qui vous donnent l'impression de vous êtes ceci, mais ça peut vous lâcher en plein examen. Donc, si vous êtes bien préparé, vous dormez bien, il n'y a rien à faire. Nous, on attend la réussite et on sait qu'on les prépare à cela. Merci beaucoup. Et chaque acteur va jouer son rôle, l'État, les parents et nous aussi en tant qu'enseignants. Nous disons plein succès à tous les candidats. Merci beaucoup. C'est le lieu de vous remercier, Monsieur Eddy Kamikoto. Vous êtes pédagogue, psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnel et coach en développement personnel. Merci également à vous, Monsieur Okoundé Francis Maxime. Vous êtes le coordonnateur des travaux dirigés de la mairie de Cotonou depuis 2021. Vous êtes ancien chef examen et chef service examen et concours du littoral et actuellement chef service certification de la Chambre des métiers de l'artisanat, ancien porte-parole du Front d'action des syndicats de l'éducation. Merci à nouveau pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci pour l'écoute et la participation aussi à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Honoré Naoum. Et surtout, j'espère bien que les parents ont enregistré cette émission à faire écouter à nos apprenants. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou et bonne suite de programme sur nos antennes. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.